Merci beaucoup. Oui, alors, moi j'ai la chance de venir parler non pas d'un projet, mais d'une exposition qui vient d'ouvrir la semaine dernière. Alors, je reviens sur l'affiche, mais elle est tellement moche que je préférais pas la mettre en écran d'attente. Donc là, évidemment, c'est la distance qu'il y a entre les services de communication et le commissariat scientifique. Alors, Toulouse Renaissance, c'est une exposition qui a lieu sur deux sites. Un site à la bibliothèque municipale, où là nous avons une exposition que vous avez sous les yeux consacrée uniquement à l'enluminure des années 1460 environ aux années 1540. Donc là c'est strictement l'enluminure. Et le site de l'exposition qui est consacré à tous les arts, lui se trouve sur au musée des Augustins, donc le musée des Beaux-Arts de Toulouse, au musée des Augustins, où là nous présentons une exposition qui va prendre en compte aussi bien l'enluminure que la peinture, la sculpture et bien évidemment l'architecture et les arts qui en dépendent. Alors cette exposition, ceci est le catalogue de l'exposition. Je dois dire que j'ai eu la chance, lorsque j'ai monté cette exposition, de rencontrer un conservateur de musée qui a été d'accord pour un défi, non seulement laisser carte blanche aux universitaires, aux chercheurs confirmés, mais surtout laisser carte blanche à des jeunes chercheurs. C'est-à-dire que dans cette exposition sont intervenus 9 docteurs ou doctorants et doctorantes qui ont participé à la constitution de ce catalogue, aux recherches, ce qui veut dire que, par chance, c'est un travail qu'on a pu mener sur de très longues années. L'idée en est venue il y a 7-8 ans au moins, et le travail effectif dure depuis 5 ans à peu près. Ceci pour souligner que grâce au travail qui a pu être fait, bien sûr, dans les archives, dans les monuments, archives publiques et privées et autres, l'ambition n'a pas été de faire une compilation, une synthèse de ce qui existait déjà, mais bien au contraire de s'appuyer sur ce qui existait déjà pour proposer des éclairages nouveaux sur la Renaissance toulousaine et essayer aussi de sortir de certaines ornières. Alors, rapidement, quelques éléments de vision du site de l'exposition, de quelques œuvres majeures pour vous donner une idée. C'est une exposition, je ne vais pas vous faire le parcours, mais disons que rapidement, on présente Toulouse d'abord au début du XVIe siècle, puis on présente Toulouse au centre d'une région où tout est en effervescence, que ce soit comme ici à Albi, que ce soit à Auch avec le grand cycle des vitraux d'Auch, que ce soit à Rodez, que ce soit ici, c'est le lutrin de la cathédrale d'Auch. Et ensuite, rapidement aussi, on présente l'affirmation du goût nouveau qui arrive à Toulouse et le fait que Toulouse soit un centre périphérique. On peut parler au XVIe siècle, il faut parler il faut vraiment parler d'idée de centre périphérique, comme font nos collègues espagnols. Par rapport, il n'y a pas de centralisme français, bien évidemment, au XVIe. Et il est très important de voir les capitales régionales comme des lieux qui sont des lieux de réception et de diffusion très larges. C'est le cas de Toulouse, en tous les cas. La preuve en est pour l'orfèvrerie, avec des œuvres absolument splendides, que l'on va vendre, que les Toulousains vont vendre depuis le plus loin des Pyrénées jusqu'en Avignon. Pareil, un centre qui va avoir une telle expansion très rapidement, expansion économique, expansion artistique, qu'on va se permettre de tisser des tapisseries comme celle-ci qui est exposée, qui fait 6 mètres par 8, non pas les envoyer tisser en Flandre, mais les tisser à Toulouse. Centre également où les arts de la fonte vont connaître un développement tout à fait inattendu. Avec ici, dès 1544, le modèle et la fonte en 1550, d'une statue dont on n'a pas d'équivalent, ni en France ni ailleurs, pour ce qui est de sa virtuosité technique et de sa composition esthétique, mais je ne vais pas développer toutes ces questions-là. Vous voyez, également, vous le voyez sur votre gauche, nous avons aussi pris en compte, bien sûr, la dimension politique que l'on doit donner à une telle exposition dans une région où se développe le protestantisme à partir de la cour de Navarre et où va se greffer les ambitions du jeune Henri III de Navarre pour annexer la France, ce qu'il fera très rapidement dans le dernier tiers du siècle. C'est une exposition également qui prend un temps long de la Renaissance. Nous partons des années 1490
pour aller jusqu'aux années 1620, avec ici en 1623 la fonte d'un mercure volant copié sur celui des jardins de Saint-Germain-en-Laye, sur celui que Ferdinand de Médicis avait offert à Henri IV. Donc, vous voyez, un temps long de la Renaissance. Alors, en ce qui concerne l'architecture, je ne vais pas vous détailler tous les éléments d'architecture, mais souligner que pour la Renaissance toulousaine, l'architecture a été enrichie des recherches justement de plusieurs doctorants, que ce soit Colin de Buich, qui a travaillé sur architecture et culture savante à la Renaissance à Toulouse, que ce soit Sarah Munoz, qui a travaillé sur célébrer et réparaître les médaillons sculptés dans l'architecture de la Renaissance française, ou que ce soit Sophie Fradier, qui a fait sa thèse, elle, sur les frères Souffron, deux architectes en Languedoc et Guyane au temps de l'annexion de la Navarre. Voilà, donc pour vous dire que là aussi, le travail, si on s'en tient strictement à l'architecture, a été enrichi par des visions qui sont à la fois strictement locales, pour l'architecture savante à Toulouse, régionale pour ses frères Souffron, qui sont les architectes des rois de Navarre et deviennent architectes du roi de France, ou nationale pour ce qui est, et même internationale, puisqu'elle a aussi abordé la question de l'Italie et de l'Espagne, pour ce qui est des médaillons sculptés. Alors l'architecture, elle est bien évidemment racontée dans l'exposition, dans le catalogue, lorsqu'elle apparaît dès les années 1490 dans sa dimension atlantique, dans l'enluminure toulousaine. Ici, vous le voyez bien avec cette représentation de ce qu'était la vision que l'on avait du Capitole romain qui se trouvait dans la ville antique de Toulouse. Elle est racontée par des documents graphiques retrouvés dans les archives, par des documents aussi retrouvés en main privée, comme ce document tout à fait extraordinaire. Il s'agit là d'un plan de 9,30 m de long. On peut le développer malheureusement que sur 1,20 m dans l'exposition. 9,30 m de long qui représente un projet de redressement d'une rivière. En effet, une rivière qui sortait de son lit. On demande à deux architectes toulousains, Nicolas Bachelier et Dominique Bertin, de faire un projet. Donc on avait tous les procès-verbaux et on a eu la chance de retrouver en main privée ce plan tout à fait extraordinaire que nous présentons là, qui n'a rien d'étonnant quand on pense que dès 1542, on demande à des architectes toulousains de réfléchir sur comment peut-on faire un canal qui ira de Toulouse jusqu'à la Méditerranée. Le canal royal de Languedoc est né dans l'idée à Toulouse dès la Renaissance. Voici quelques éléments. Vous voyez le plan ici, développé au château de Merville sur toute sa longueur, lorsque le jour où on l'a trouvé tout à fait stupéfait, bien sûr, de trouver un tel document. Et nous sommes comme ça, nous présentons de très nombreux documents dans cette exposition que l'on ne connaissait absolument pas, même dans l'architecture toulousaine. L'un des problèmes justement pour faire une exposition sur la Renaissance à Toulouse était la trop grande notoriété de l'architecture toulousaine à travers quelques hôtels particuliers. Vous savez qu'il y a quelques hôtels particuliers toulousains qui sont relativement bien connus, qui sont dans les manuels, de très beaux témoignages, hôtel d'Acéza, hôtel de Bernuy, et c'était la forêt qui cachait la forêt, qui cachait la forêt. Et donc il a été nécessaire de déconstruire tout ça pour le reconstruire de manière nouvelle, en s'appuyant sur ce qui a été fait, déjà ici en présentant par exemple ce document trouvé par Xavier Pagazzani ici dans la bibliothèque de l'INHA avec un serliot sur lequel sont les annotations, dessins de construction de fenêtres à partir d'un portail extraordinaire de Serliot. On reconstruit une fenêtre, c'est Dominique Bachelier qui fait ça pour un hôtel particulier de Toulouse. Également, le fait qu'à Toulouse, dès 1555, on traduit et publie un Vitruve, qui est le second publié en France, ce qui montre bien, évidemment, l'effervescence artistique, qui plus est avec un menuisier devenu ingénieur du roi, devenu conducteur des marbres du roi pour le Louvre, qui va donner les gravures pour ce Vitruve. Il y a donc là, vous voyez, toute une effervescence, véritablement, que nous avons tenu à souligner. Des documents aussi tout à fait exceptionnels, comme celui-ci. Document exceptionnel puisque ce petit Vitruve, c'est l'édition Gabbiano de 1623 de Lyon, l'édition pirate de Lyon, ce petit Vitruve est entièrement annoté, semble-t-il, de la main de Filandrier lui-même, et il est fort probable que ce soit une édition que possédait Filandrier. En tout cas, toutes les annotations résument ses propres annotations publiées. Donc, et qui plus est, c'est un Vitruve qui a un ex-libris du château de Bournazel dont nous allons reparler et que Thierry Verdier, dont une des parties du château est désormais attribuée à Filandrier par Thierry Verdier.
L'architecture qui arrive également, c'est important, qui arrive également par des œuvres achetées, les éléments d'architecture. Alors, on n'est pas ici pour faire une discussion sur la limite entre l'ornement, la structure, l'architecture et la sculpture, mais nous avons abordé cette question, bien évidemment, globale. Pour moi, il n'y a pas d'architecture sans sculpture, ça ne peut pas exister. L'architecture sans ornement, pour la Renaissance, c'est difficile d'en trouver. Et donc on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Et en tous les cas, vous avez ici une plaque tombe, un épitaphe, qui est achetée par un premier président du Parlement de Toulouse, qui, en 1508, est nommé gouverneur de Gênes par Louis XII, et donc va assurer son destin par cette très belle plaque, qui est l'un des éléments qui montre comment arrive la question de l'Arc de Triomphe, la mise en perspective, les éléments que l'on trouve partout dans les décors d'architecture. Des éléments d'architecture venus de la région, comme ici un élément de la clôture de chœur de Rodez de l'évêque d'Estaing de 1535. De la région aussi, des éléments pour illustrer la pénétration par divers canaux de l'architecture royale. Ici, le château d'Acier de Galliot de Genouillac, qui est un château dans lequel travaillent des équipes toulousaines, des maçons toulousains, on en est désormais assez certain, et par lequel arrive en revanche à Toulouse un certain nombre de solutions constructives qui, dès 1518, arrivent ici, alors qu'elles sont en train d'être mises en place en Val-de-Loire. Ici, 2 médaillons sculptés que nous présentons pour illustrer ce lien avec Acier. Et également, dans l'exposition, nous présentons le château de Bournazel, un élément du château de Bournazel. Pourquoi ? Parce que dans le catalogue, j'ai voulu faire une place à la question de la restauration de la Renaissance, restaurer la Renaissance. Et notamment, ce château-là, c'est quand même, vous le savez, un cas d'école. Je pense que ça sera le premier et le dernier en France à nous montrer un tel cas d'école, et on ne pouvait pas passer à côté, puisque vous savez que lorsque les propriétaires l'ont acheté il y a quelques années, cette aile-ci était, on va dire, très mal en point, il l'a entièrement restaurée. Celle-ci, il ne restait absolument que une lucarne et le mur que vous avez là, rien n'existait plus, donc tout a été entièrement reconstruit. Maintenant, je n'ai pas pris beaucoup de photos. Maintenant, la tour qui était ici est entièrement ressortie de terre, elle est totalement reconstruite déjà, et on est en train de faire sortir de terre l'aile en retour vers nous, l'aile en retour qui avait été totalement effondrée dans sa cage d'escalier. Donc c'est un cas d'école, bien sûr, dans l'histoire de la restauration de la Renaissance, que nous illustrons par cette pièce ici, qui fait partie de cette aile effondrée, et derrière, le dessin de l'architecte en charge des travaux, qu'il nous a donné, que l'on a ici inscrit pour montrer la place de cette pièce-là, et toute la partie qui est en train d'être remontée, ici présentée entre Rodez et Acier. Voici la partie, et là, c'est bien la première fois que je trouve un conservateur qui accepte de mettre dans une exposition une œuvre cassée, ce qui est une bonne chose pour illustrer cette question-là. Alors, l'architecture toulousaine tient aussi aux œuvres du musée, bien évidemment, cette extraordinaire loggia des années 1518-1520, une des premières en France. Les éléments retrouvés dans les réserves, le portail aux 2 visages de la maison commune, ce qu'il en reste, en tout cas. Des éléments aussi, dans les années 1530, de la pénétration de la manière nouvelle, une manière archéologique de faire de l'architecture, avec Nicolas Bachielet, auquel on demande d'élever ici un retable avec de vrais antiques. Et on voit arriver une colonne corinthienne cannelée et l'apôtre Saint-Jean qui y tient, puis c'était une dormition de la Vierge dont on a conservé, vous voyez, d'autres vrais antiques, cette figure magnifique d'apôtre à la manière du Laocoon, ou cette autre figure d'apôtre, vous voyez, dont on a pu retrouver la polychromie lors de restaurations faites spécifiquement pour l'exposition. Nous exposons aussi un morceau du fameux hôtel d'Acésa, ici, récupéré par les membres de la Société archéologique dans une benne lors des travaux de 86, Gloriae Maiorum. Des éléments également d'architecture qui viennent d'un clocher effondré en 1926 à Toulouse. Et dans les réserves du musée, il y a une trentaine de bustes comme celui-ci. Nous n'en exposons que 2, qui ceinturaient, il y en avait plus de 40 qui ceinturaient ce clocher. Il date de 1542. Et vous voyez que le classicisme là est à l'œuvre, bien sûr, avec cette Vierge Vénus. Ou ici avec ce personnage qui a l'air d'un tribun romain. Voilà. Et d'autres sculptures du musée, bien sûr, avec ce qu'il reste d'un hôtel particulier toulousain, d'une fenêtre haute d'un hôtel particulier toulousain.
des éléments aussi très présents dans l'architecture toulousaine, où on a une espèce de gloire au support anthropomorphe qui est proclamé dans toute la ville, et nous avons la chance de posséder cet élément-là avec ce très beau chapiteau ionique à la manière de celui de Cesare Cesariano. Voilà. Alors, il y a l'architecture, et je ne vais pas vous faire sur toutes les pièces exposées, je ne vais pas vous montrer toutes les pièces d'architecture, il va falloir aller à Toulouse, désolé. Il faudra faire, moi je viens toujours à Paris, tout le temps, il va bien falloir descendre un petit peu. Alors, l'architecture, vous l'avez compris, des documents graphiques, des documents imprimés, des documents de toutes sortes, des pièces d'architecture, mais aussi, on a tenu, et ça j'y tenais vraiment absolument, à faire un espace dédié à l'architecture. C'est-à-dire qu'on a privatisé une chapelle pour présenter l'architecture. Vous l'avez ici, une petite chapelle, donc je ne peux pas vous montrer la vue générale, la vue complète. Je suis désolé de la mauvaise qualité de tout ça, mais voilà, on a ouvert vendredi. Depuis, il y a eu beaucoup d'autres choses. J'avais un colloque, j'ai une fac qui explose, et je ne sais pas même par quel miracle je suis arrivé ici. Voilà. Donc, vous voulez bien excuser la mauvaise qualité de tout ça. Donc, ici, cet espace d'architecture avec trois éléments didactiques, vraiment tournés vers le public et totalement tournés vers le public. J'avoue que j'aime beaucoup les expositions qui sont tournées vers nous-mêmes, hein, mais j'avoue quand même, je préfère quand même que le public y comprenne un peu quelque chose, car trop souvent, on a des expositions où on se regarde un petit peu trop le nombril, nous, en tous les cas, scientifiques ou autres. Ici, un espace dans lequel vous avez, vous le voyez, une table numérique, je ne sais pas comment ça s'appelle, donc tactile, c'est le premier élément, avec une vue en drôle de la ville de Toulouse, un certain nombre de lieux qui sont pointés, les gens appuient dessus, c'est extrêmement ludique, on appuie dessus, on entre dans ceci, et alors d'abord, je n'ai pas pu tout mettre, bien sûr, pas eu le temps de préparer quelque chose de sérieux. Il y a pour plusieurs hôtels particuliers toulousains, il y a ainsi une vue en drone qui descend dans la cour de l'hôtel et qui tourne à 360 degrés pour montrer l'ensemble de la composition de l'hôtel. Et ensuite, on clique comme ceci, vous voyez, sur un certain nombre de fiches qui renseignent sur un certain nombre d'éléments dans cet hôtel, de manière à aller, pour ceux qui veulent aller plus loin. Il y a ceux qui peuvent juste voir, puis ceux qui peuvent aller plus loin, avec un certain nombre d'éléments. Et puis, pour aller plus loin, il y a les panneaux sur les murs, où au lieu de faire, comme on nous avait suggéré, quelques cocoricots sur nos beaux hôtels ou nos hôtels méconnus, on a voulu plutôt faire des thématiques, vous voyez, des thématiques comme l'architecture, les questions de l'architecture et des marques de prestige, l'architecture et les modèles célèbres, l'architecture et la polychromie, l'architecture et le corps dans le décor. Il y a un certain nombre de thématiques, et puis tout un panneau sur l'ornement d'architecture, de manière à ce que, à travers des exemples des hôtels toulousains, à travers des éléments que personne n'a jamais vus, comme les cheminées des hôtels toulousains sont absolument magnifiques, vous ne pouvez pas la voir ici, hein, mais ici, vous voyez par exemple, on exposera, parce qu'on a 2 saisons, cette exposition, pour ce qui est des enluminures, va durer jusqu'au 15 mai pour les enluminures à la bibliothèque d'études du patrimoine à la bibliothèque municipale, 15-16 mai, je ne sais plus exactement, et pour ce qui est de la grande expo, elle durera jusqu'au 23 septembre. Donc on est obligé de changer les œuvres graphiques. Et notamment dans la seconde partie, nous aurons ce très beau dessin du recueil de Lyon de Jacques-André du Cerceau, qui est un dessin d'une cheminée du château de Madrid, dont on s'est aperçu que cheminée de château de Madrid qui avait servi de modèle à une cheminée toulousaine. Donc c'est intéressant de ces comparaisons ici, et vous voyez là une très belle comparaison qui montre que dès 1525 à Toulouse, on applique une gravure du Cesariano, du Vitruve de Cesare Cesariano de 1523. Voilà, là ça parle tout seul, hein, ce genre de choses, il n'y a pas besoin de faire des dessins. Pierre, brique, marbre, là aussi, il a été très difficile de monter une expo sans devoir aller dans les attendus de tout le monde. Hein. Tout le monde voulait que je parle du pastel, tout le monde voulait que je parle de la brique, tout le monde voulait que je parle de Nicolas Bachelier, qui est notre illustre et totalement inconnu Michel-Ange toulousain. Bref, donc ça a été assez difficile,
de dire, ben oui, il n'y a pas que de la pierre, de la brique à Toulouse, il y a de la pierre, il y a du marbre à la Renaissance, c'est important, il y a des jeux de polychromie dans l'architecture, voilà, le corps dans le décor également, et tout ça, c'est nourri des travaux des étudiants, bien évidemment. C'est nourri des travaux de nos étudiants, et c'était pour moi absolument essentiel que de leur donner la parole. Mais j'ai eu la chance de trouver, avec Axel Emery, un conservateur qui prenne ce risque-là. Voilà. Et ensuite, dernier point sur lequel je voulais insister, nous n'avons pas fait une exposition qui soit auto-centrée, bien sûr, sur elle-même. L'idée, c'était de pouvoir sortir de l'exposition pour les éléments que l'on pouvait engranger dans cette expo, par plaisir ou par désir, eh bien, que l'on puisse les mettre en application dans une lecture de la ville. C'est pourquoi vous avez une application, justement, qui se télécharge ici dans l'espace architectural. Et là, il y a une autre étudiante qui est en doctorat avec moi sur de la médiation patrimoniale et qui travaille sur des applications avec sous Android géolocalisées. On télécharge dans le musée, et dès qu'on est sorti du musée, on est pris en charge sur un parcours ludique. Il y a une espèce de concours, on est en 1585 et les capitouls et les parlementaires de Toulouse se disputent, savoir quel est le plus bel hôtel. On vous invite à participer à un jury qui se met en marche pour visiter ces hôtels. Et à chaque hôtel, un personnage s'adresse aux personnes. Et donc, on a ainsi l'application qui vous mène tout simplement en disant, là, vous traversez la rue, vous avancez, vous arrêtez là, c'est très, très... Et puis, dès que vous arrivez devant l'hôtel, le contenu arrive. Et là, vous avez un contenu, mon père a fait faire cet hôtel, regardez la sculpture, le décor, les œuvres majeures, ceci, cela, et on essaie de faire passer de manière ludique des messages didactiques aux personnes, tout en les essayant de les garder un minimum sur le parcours. On sait très bien qu'au bout de 3-4 hôtels particuliers, on aura perdu 50% des candidats. Mais on verra, on va voir ce que ça donne, et on teste ainsi, si vous voulez, une nouvelle manière d'essayer de faire que l'exposition ne s'arrête pas dans le lieu d'exposition. Ça paraissait assez essentiel, bien sûr, à Toulouse, avec justement cette mainmise sur la Renaissance toulousaine des hôtels particuliers. Enfin, dernier point, qui dit exposition, vous l'avez dit vous-même, dit colloque. Alors là aussi, comme je l'ai dit, ça fait des années qu'on travaille sur cette exposition. Qu'est-ce qu'on aurait pu rajouter dans un colloque? On a préféré faire un à côté, ou plutôt un développement de cette exposition à travers un colloque qui travaille sur la question du manuscrit au livre, la question de l'écriture et de la transmission des savoir-faire à la Renaissance. Donc, je ne vais pas vous faire le contenu du colloque, mais disons simplement que ceci s'est fondé sur un partenariat avec l'Université de Columbia on travaille avec eux depuis plusieurs années. Vous voyez ici à gauche sur ce manuscrit de la BNF, qui est un manuscrit de secret de fonte et autres arts de la fin du XVIe siècle. Il y a des centaines de recettes dedans, transcription, traduction en anglais, études critiques, mais aussi laboratoire de physique dans lequel sont réalisées un certain nombre d'expériences, notamment des expériences de fonte qui permettent, vous voyez, comme l'explique le manuscrit, de fondre sur nature de petits animaux ou des fleurs, ce qui est assez logique à Toulouse avec le concours des jeux floraux où des fleurs étaient offertes chaque année, des fleurs d'argent ou de vermeil étaient offertes chaque année aux lauréats. Et ainsi, on a eu l'idée de proroger ce travail à travers un colloque où, pour le coup, l'écriture des savoir-faire a aussi été développée par un certain nombre de nos intervenants sur la question, bien évidemment, de l'architecture. Bien sûr, il y a eu pratiquement la moitié des interventions qui portaient sur la question de l'architecture et de sa transmission à travers le livre. Voilà donc le point rapide, on m'a dit 15 minutes, donc le point rapide sur cette exposition Toulouse Renaissance et sur la place qu'elle a pu faire à l'architecture et surtout aux jeunes chercheurs qui travaillent sur elle. Je vous remercie.